édition de ce dimanche 25 janvier 2026. Est-ce que dans l'appel du GECAM qui parle à la restauration de la confiance, pour faire le pont avec la première thématique de mise en bouche tout à l'heure, le GECAM a lancé cet appel. C'est vrai qu'on n'a pas dit quel était le destinataire de cet appel-là, mais dans lequel appel, le GECAM appelle à la mise en place justement d'un gouvernement de rupture, d'action et de restauration de la confiance. Pendant toute la semaine, la presse qui a traité de ce sujet a parlé du GECAM qui fait pression sur le président Paul Biya relativement à un remaniement. S'agit-il d'une pression qui est faite au président de la République venant du GECAM? Vous avez parcouru certainement ce document d'une page et demie. Saint-Éloi Bidoun, est-ce qu'on va retenir que c'est la pression que le GECAM met sur le président de la République? Le président a montré pendant 43 ans qu'il était insensible aux pressions. Moi, ça ressemble un peu à un coup qui va être fourré tout à l'heure parce que le président n'a jamais obéi aux pressions. Et au nom de quoi le GECAM peut parler d'un gouvernement de rupture? Qui sont-ils? Un gouvernement d'action, alors que le président a maintenu cela pendant 7 ans. Et il y en a qui ont déjà fait plus de 20 ans. Parce que le président est convaincu que c'est un gouvernement d'action, que le gouvernement... Je crois que le GECAM... Le GECAM n'est pas bien placé. Non, ils sont en train de jouer un très mauvais rôle. Ils savent, M. Tawamba sait que le président Biya n'a jamais agi sous la pression de qui que ce soit. Faut-il donc se taire? Hein? Faut-il donc se taire? Il vaut mieux peut-être. Il vaut mieux peut-être, parce que le président est sourd aux pressions. Et ça, depuis 43 ans. Tout le monde le sait. Et c'est bien. Le président, les gens ont... qui a besoin du remaniement? C'est le peuple. C'est le peuple qui demande le remaniement parce qu'ils tiennent le président pour responsable de tout leur malheur. Et parce que le président est entouré de personnes qui sont à l'origine de tout leur malheur. Mais est-ce que le président, lui, personnellement, a un intérêt à changer le gouvernement? Aucun. Parce que le président a pris de l'âge. Le président est resté très longtemps. Le président connaît déjà tous ces diables. Mais en Afrique, on prend de l'âge, on cherche celui qui a déjà, qui va courir à votre place. Justement, si le président voulait ça, il ne se serait pas porté candidat en 2025. Non, le président n'a aucun intérêt à changer ces gens avec qui il est depuis 40 ans. Monsieur Luc Magloire Mbagatangana est ministre du Commerce depuis plus de 20 ans. Monsieur Famen Dongo est ministre de l'Enseignement supérieur depuis plus de 20 ans. Monsieur Grégoire Ouna est ministre du Travail depuis plus... Tout le monde. Monsieur Kava est député depuis 1957. Monsieur Nyat était ministre aux années 60. Le président est à l'aise avec ses hommes. Donc, et en plus, le président n'a aucun intérêt à aller chercher querelle à ceux qui lui ont permis d'être réélus à 93 ans. C'est-à-dire ceux qui ont organisé, par exemple, le hold-up électoral. Il y en a eu un. Donc, le président n'a aucun intérêt. Et ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un remaniement ministériel sont autour du président. Voilà. Le GECAM n'est pas autour du président. Le GECAM vous présente le tableau de la vie économique au Cameroun. C'est le qualificatif. Il dit que ça va mal. On dit avant les élections, ils le redisent après les élections. C'est le qualificatif. Ça permet au président de reculer l'échéance d'un remaniement ministériel. Que le GECAM sait que le président n'agit jamais sous la pression. Vous pouvez dire tout ce que vous avez fait là. Et vous utilisez des qualificatifs qui démontrent à suffisance que c'est le président qui est inerte. Est-ce que l'entourage du président est disposé à accepter un remaniement? Le président, c'est pas le peuple. Hein. Non, je vous dis que ce que le peuple veut, ce que le président veut, c'est ça qui est prioritaire. Ce que le peuple veut, c'est secondaire. Et pour terminer, toujours dans l'entourage du président, les clans se sont formés. Ce n'est pas... il y a par exemple... C'est là qu'on veut la rupture. Le veut la rupture. Vous aurez quelle rupture si le clan de la première dame qui nous gouverne derrière les rideaux depuis 7 ans
Et elle a pris goût et ça continue. Donc, arrêtez. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un gouvernement, sauf le peuple. Et ce que le peuple veut est hautement secondaire. José-Marie, l'économiste, cette fois-ci, la sortie du GECAM peut-elle se comprendre? Moi, je suis toujours surpris par ce GECAM. Comment cela? Je ne comprends pas. Pourquoi? Ce GECAM, j'ai l'impression que, vous savez, je développe depuis un moment... Le GECAM. Oui, c'est le GECAM qui est devenu le GECAM. Je parle des archaïsmes, tout ça c'est pareil. GECAM, c'est les mêmes gens. Je crois que c'est toujours Taomba. Il n'a pas changé. Et le Cameroun a-t-il un problème de gouvernement en ce qui concerne le GECAM? C'est ça. Je crois que Saint-Éloi a dit que c'est une histoire du peuple. Ce gouvernement-là, c'est le peuple qui demande au président de changer. On n'aime plus voir la tête mais lorsque on n'aime plus voir la tête de Wona. Les opérateurs économiques, les industriels vous disent que ça ne va pas. Écoutez, il faut quand même une liste de difficultés. Permettez que je vous donne mon sentiment. Le GECAM, c'est quoi? C'est les opérateurs économiques. Oui. La fève de cacao, les défis de la transformation structurelle et du développement. Qui doit faire la transformation structurelle de l'économie du Cameroun? Ce n'est pas le gouvernement. C'est les opérateurs économiques. Et qui vous disent que ça ne va pas. Et nous avons donc besoin d'opérateurs économiques ingénieux qui font des propositions novatrices sur la nouvelle économie de transformation. C'est de ça qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on appelle la rupture? Au plan économique, nous devons partir d'une économie de rente. La rupture, ce sera qu'on passe vers une économie de transformation. C'est ça la rupture. Et ça n'a rien à voir avec un gouvernement. Ça a à voir avec un GECAM composé de ceux qui détiennent tout l'argent du pays, qui peuvent le mobiliser dans une démarche économique stratégique, créer peut-être un fonds de transformation. Ils en ont les moyens, ils en ont même les ressources. Mais qui doit définir le cadre? Non, le cadre est là, le cadre est défini. Le cadre est défini. Attendez. Le climat des affaires, pour vous créer une savez, entreprise, les lenteurs administratives, les lourdeurs et autres. On n'a plus besoin de créer des entreprises au Cameroun. Face à un contexte institutionnel qui bloque. On n'a plus besoin de créer des entreprises au Cameroun. Il y en a déjà? Il y en a beaucoup. Lesquelles? Et tous les jours, elles meurent. Pourquoi? Parce que les entreprises ne sont pas novatrices. Elles s'engouffrent toutes dans les mêmes histoires. Et dans un pays où effectivement les circuits économiques sont corrompus par les mêmes gens, hein? Mais les GECAM là, M. Tawamba transforme le blé. Ok? Si, il importe. Oui, mais il importe le blé et il le transforme au Cameroun. Mais il fait des pâtes alimentaires. Oui, il fait le produit fini et il fait juste des lignes de pâtes. Bon, ce que j'ai dit donc, c'est que on s'attendrait à ce qu'on nous fasse des pâtes avec le maïs, avec le manioc, avec la patate. On promeut la culture du blé. En même temps, donc, on va développer des économies de patates qui vont se répercuter dans les villages. Les économies de manioc. Vous voyez les brasseries du Cameroun, nous importons le malt. Mais attention, nous ne pouvons pas être en train de patiner dans une histoire comme ça. Et puis les gens qui sont porteurs de l'économie, au lieu de poser des problèmes d'économie, de demander au gouvernement de créer les états généraux de l'économie pour demain. Il parle de rupture. Mais le président bien, vous voulez qu'il change les gens là, pourquoi? Les élections législatives, je ne sais pas. Attendez, je suis un analyste. D'accord. Moi, je ne suis pas un populiste. Les élections législatives, je ne sais pas, elles arrivent bientôt. Vous voulez qu'il bien change ces gens? Il est sûr de ce qu'il va mettre là? Qui va porter les élections qui arrivent? Alors qu'on ne doit pas écouter ce que les opérateurs écoutez, ces calculs politiques. Bien sûr, bien sûr, les calculs politiques sont au-dessus. Mais bien sûr, qui suffoquent aujourd'hui. C'est pas là qui gouverne, Monsieur Zé, ne soyez pas, qui sont-ils? Ne soyez pas naïf. Un homme politique
c'est ce sur quoi il est assis. D'accord. Pour qu'il gouverne, il faut qu'il soit là. Mais s'il pose des actes susceptibles de le renverser, il n'est plus un homme politique efficace. Donc il est juste un homme politique. Non. Tant qu'il est là, Un homme tout va bien. Ne faites pas ce genre de conclusion. Tant qu'il peut garantir son élection, tout va bien. Parce que ce que vous dites là, c'est que j'ai dit ceci. C'est même de ces Pour gouverner, il faut être assis à la place du président. Ouais. Donc, les actes prioritaires qu'il pose sont ceux qui le maintiennent là. Et pour l'instant, ce n'est pas les problèmes du GECAM. Est-ce qu'il peut rester là s'il n'a pas le soutien du tissu économique, de ceux qui ont l'argent et qui s'expriment? Ça fait 43 ans qu'il est là. Et vous posez des questions comme ça? Bon, alors d'après vous, il est là depuis parce qu'il a le soutien Vous pensez qu'on peut rester au pouvoir si on n'a pas le soutien? Alors, j'ai l'impression que... donc pourquoi eux ils soutiennent ça? Parce qu'ils ne produisent plus. Moi, j'ai l'impression que... Oui. Vous ne me comprenez pas, ou alors vous ne voulez pas me comprendre. J'essaie. J'ai dit ceci. Apprenez à comprendre. Moi, je suis un expert des affaires économiques et je travaille là, vous êtes surtout politique. Non, je vous dis que l'économie politique et la politique économique, c'est des choses qui sont mélangées. Hein. Parce que pour que l'économie avance, il faut que le président lui-même soit serein. Pour qu'il pose des actes, il faut qu'il ait une force politique qui lui permet d'avancer. Vous savez très bien qu'il y a des gouvernements qui sont renversés par les hommes politiques eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous faites des erreurs tactiques dans le timing et le process, vos propres personnes peuvent vous renverser. N'est-ce pas? Mais le gars celui qui a menacé le président pendant les élections dernières, c'était un ministre du président. Donc, je pense que tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre que le problème aujourd'hui, Libye est en train de préparer les élections législatives et municipales. Et avec une force de l'opposition qui porte un discours sur l'autonomie. Ok? Il a besoin, s'il ne rencontre pas sur le terrain, dans la zone de Douala, des RDP6 rompus à la manœuvre politique et ayant les moyens financiers pour battre une campagne contre ça, il va les ravager. Et ils vont prendre la majorité au Parlement parce que, voilà. Donc, je pense que ce que je veux conclure en disant que, autant je trouve que, comprenez-moi bien, le peuple a le droit de réclamer un gouvernement. Parce que lui, c'est ça son intérêt. Mais je pense que le GECAM a mieux à faire. Parce que le GECAM est dans un axe qui n'est pas dans ses cordes. D'accord. C'est-à-dire laisser les affaires de rupture. Parce que quand on dit rupture, mais ailleurs on écoute le patronat. Ça renvoie à quoi? Ailleurs on écoute le patronat attentivement. Quand on dit rupture... Pourquoi c'est un problème quand le patronat au Cameroun... On est en train de l'écouter. Malheureusement, il n'est pas pertinent. Il n'est pas pertinent. En quoi? Non, ce qu'il pose comme problème n'est pas du ressort du GECAM. Les problèmes n'est pas du ressort du GECAM. Les problèmes posés par le GECAM. Le GECAM dit que l'économie camerounaise fait face à des défis structurels persistants. Le secteur privé, moteur essentiel de la création des richesses et d'emplois, évolue dans un environnement des affaires encore marqué par des lourdeurs administratives, une pression fiscale élevée, un accès limité au financement, un déficit énergétique important, une dégradation des infrastructures, des coûts logistiques importants et une instabilité réglementaire qui freine l'investissement. Alors, pour régler ce problème, il faut changer de gouvernement. Mais si ceux qui sont là n'ont pas compris... Je vous dis donc que ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire que le gouvernement qui va arriver ne va pas apporter l'énergie. Le gouvernement qui va arriver ne va pas régler les problèmes de fiscalité. Il s'agit donc... Oui. Je vous dis l'analyse, c'est que... L'analyse, c'est que nous sommes dans une économie fatiguée qui a besoin d'être rénovée et repensée. Nous devons aller vers une économie qui transforme et produit des richesses supplémentaires. Le cadre défini par le GECAM, Valère Bessala. C'est pas un cadre, ça. Encore que les choses s'améliorent. D'accord. Valère Bessala. Sur cette question-là, les deux premiers intervenants semblent retirer le droit de s'exprimer ou de revendiquer un gouvernement. Nous n'avons pas dit cela. Bon, revendiquer le gouvernement, ça vous ne leur accordez pas. Valère Bessala, comment analyser la sortie du GECAM? Hors sujet? Hors sujet. Revendiquer un gouvernement n'est pas dans les cordes du GECAM. Le GECAM n'est pas une structure politique.
Le GECAM est une structure d'affaires, une structure de l'économie, du système économique. Et on reconnaît un groupement d'entreprises économiques à sa capacité à s'adapter au modèle politique en place et en vigueur. Et le GECAM, s'adapter même si ce modèle politique ne semble pas être porteur, ne facilite pas le déploiement des entreprises. Et le GECAM que nous connaissons est dirigé par un monsieur, justement, dont on connaît les épanchements politiques. Il dirige une structure qui était d'abord GICAM et qui a happé une autre structure qui était ECAM, qui était destinée justement au regroupement et à la promotion des petites et moyennes entreprises. Petites et de très petites entreprises. Vous comprenez? Donc, si vous partez de là, vous ajoutez encore que le monsieur qui dirige le GECAM a voulu être, il y a 3 ou 4 ans, consul honoraire d'un pays africain, le Rwanda, qui est un hub de commercialisation des ressources minières que lui-même, il ne produit pas. Mais je crois qu'il a toujours une dent contre ce gouvernement du fait qu'on lui a refusé justement l'exéquature pour devenir ce consul honoraire-là, de ce pays-là, parce qu'on savait exactement ce qu'il cherchait, du moins dans les minutes des services d'intelligence. J'établis d'abord ces prolégomènes pour qu'on comprenne ce que je vais dire après. Le GECAM est un conglomérat d'entreprises qui assument des relations incestueuses avec les membres du gouvernement, du moins le régime d'abord de manière générale, mais certains membres du gouvernement qui influencent directement, je dis bien directement, l'existence des entreprises, leur fonctionnement et surtout les réseaux d'affaires et des lobbies au Cameroun et à l'extérieur. J'ai déjà établi tout. La raison pour laquelle d'ailleurs, qui a abouti à la fonte de l'ECAM dans le GICAM, est justifiée par ces accointances-là. Parce qu'il y a un grand lobby au sein du regroupement des entreprises au Cameroun qui trouvait déjà mal que puissent leur échapper les petites et moyennes entreprises, PME, PMI, et les très petites entreprises, et TPI, les très petites industries, qui étaient dirigées par M. Protais Ayagma. Ils ont pu trouver un compromis pour la fonte de ECAM dans GECAM afin de le mettre en coupe réglée au sein d'un même lobby, qui par ailleurs est contrôlé par un grand groupe, pas de grands groupes d'entreprises françaises, c'est-à-dire du MEDEF, en France. Vous avez d'ailleurs vu, avec la visite d'Emmanuel Macron en 2023, juin-juillet, vous avez vu comment notre président du GICAM est venu, son propos, et comment il s'est aplaventré devant le président français, presque en supplication. Vraiment, je pense que c'est les faits parlent d'eux-mêmes. Reste ipsa loquitur. Pour vous dire donc que nous n'avons même pas d'entreprise de transformation au Cameroun, de producteurs, nous nous avons des buy and sell internationaux, c'est comme ça que je les ai appelés depuis 4 ans. Des buy and sell internationaux qui se cantonnent juste à acheter et venir revendre au Cameroun. Et pour qu'ils puissent être toujours les plus en vue dans le circuit, ils s'arrangent à obtenir des monopoles, des pans entiers et des secteurs entiers de notre économie. Vous comprenez? Et celui qui en est d'ailleurs le président, comme d'autres, quand on dit dans le poisson, comme on dit dans les pâtes alimentaires, comme on dit dans les médicaments, comme on dit, identifiez-les. Vous comprenez? Ça, c'est là. La particularité donc de cela, puisqu'ils sont tous dans le péché de l'achat à l'extérieur et de la revente au Cameroun, et qu'ils ne veulent rien produire, ils ont anesthésié la politique d'impôt-substitution dont le président parle depuis 2008. La saignée des devises. C'est-à-dire que nous cessions d'importer ce que nous pouvons produire naturellement au Cameroun sur place. Et pour anesthésier cette politique d'impôt-substitution qu'a demandé le président d'implémenter depuis 2008, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc rappelé les très petites et moyennes entreprises qui justement naissent au Cameroun, fonctionnent au Cameroun et qui touchent aux plus petits producteurs, qui motivent le plus petit producteur à toujours produire afin qu'elle transforme sur place et les remette au marché local. Voilà ce que ces grands groupements ont fait. Et avec donc la bénédiction de qui? Des apparatchiks du régime, notamment le ministre des Finances et le ministre du Commerce. Parce que, qu'ils ne vous trompent pas,
tout promoteur d'entreprise au Cameroun d'une certaine échelle, société anonyme, pour ceux qui comprennent bien ce que je suis en train de dire, je ne parle pas des SAR, je parle des sociétés anonymes, c'est-à-dire dont le capital est assez important, c'est que pour vous en sortir au Cameroun, il faut rentrer dans le lobby de contrôle de l'argentier du pays et de celui qui assure la régulation commerciale du pays, dont le ministre du Commerce. Voilà comment cela fonctionne. D'accord. Et vous allez donc vous rendre compte que la plupart ou l'essentiel des ministres des Finances, regardez toujours pourquoi Biya a toujours nommé pour l'essentiel, à part Ousmane Mey, je crois Simi Menyé qui a aussi été un peu qui a un cheveu dans la soupe aux finances. Il a la plupart des fois nommé toujours ses enfants ou ses frères du Sud au ministère des Finances. Parce que c'est là-bas qu'on arrive à contrôler les opérateurs économiques. Et le tout ministre des Finances, c'est qu'il faut absolument avoir le grappin de ces opérateurs économiques parce que le ministre des Finances, c'est là où il s'en sort. Là, j'utilise un terme pour que ceux qui nous regardent comprennent. Il s'en sort financièrement. Je vous prends un simple cas. Indice. Depuis l'année dernière, 2025, le président est déjà fatigué, ils le savent. Le ministre des Finances est devenu celui que le président, du moins, a amené le président à l'autoriser à opérer des emprunts nationaux et internationaux pour l'ordre de 3150 milliards cumulés en moins de 13 mois. Parce que je parle de janvier 2025. C'est-à-dire que 1000 milliards, je crois que le président a signé encore des textes l'autre jour. 1000 milliards, 800 milliards, 950 milliards, 350, 3000 milliards. Nous sommes à plus de la moitié du budget du Cameroun qu'ils ont fait signer au président en termes d'autorisation pour que le ministre des Finances emprunte de l'argent à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire? Qui est le bénéficiaire de tout cela? Ce sont ces grandes entreprises du GECAM. Parce qu'en fait, ces entreprises sont rentrées dans cette logique de compréhension selon laquelle les lignes 94 sont désormais coupées depuis les scandales qu'on a connus. Ligne 65, ligne 57, 94. Ils ont développé une autre stratégie, un autre mécanisme, un autre stratagème politico-économique pour pomper l'économie du pays. Parce qu'en fait, ils n'ont plus d'autres moyens. Alors, on emprunte donc massivement. Et regardez, à des taux d'intérêt qui sont de l'ordre usuraire. Donc commerciaux, 10%, 11% sur l'État. Avec les rétrocommissions qui vont avec. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'en fait, on remboursera encore avec nos impôts, on remboursera avec la douane, les entrées de douane et tout ce que vous comprenez, vous connaissez dans l'affaire. Voilà pourquoi vous voyez donc le président du GECAM, lorsqu'il le dit, ce n'est pas parce qu'il veut que vraiment un gouvernement arrive, non. C'est parce que dans le gouvernement qu'on a annoncé, il voudrait que la position du membre ou des membres de gouvernement qui travaillent pour eux à l'intérieur de la machine évolue au niveau de décision, à un niveau de décision supérieur qui leur permettra d'être plus à l'aise dans ce qu'ils ont l'habitude de faire. D'accord. Aussi simple que ça. Le GECAM ajoute qu'à ces contraintes structurelles qu'on a évoquées tout à l'heure, se sont ajoutées les séquelles de la période de post-électorale dont les effets se font encore sentir sur le climat des affaires et sur le moral des acteurs économiques. À cet égard, le GECAM aimerait rappeler qu'à la veille de l'élection présidentielle du 12 octobre, il avait déjà souligné avec force que les entreprises ont besoin de visibilité, de sécurité juridique et de lisibilité dans l'action publique pour pouvoir investir durablement. Il y a quand même un fonds. Est-ce qu'il n'y a pas un fonds qu'on est en train de contourner dans la sortie du GECAM, professeur? Merci de me donner la parole. Avant de parler, je vais d'abord me situer. Je vais parler en tant que sociologue de l'État, en tant que sociologue des élites politiques gouvernantes et en tant que sociopolitiste ayant travaillé sur les liens entre l'État et les milieux d'affaires. D'accord. La sortie du GECAM est bien entendu une sortie calculée. C'est une sortie calculée qui vise à faire pression sur le président de la République, pas nécessairement dans la perspective qu'il y ait un gouvernement, peut-être même dans la perspective contraire, en dépit des apparences. Les problèmes que le GECAM pose
peuvent être pertinents, mais est-ce qu'ils sont soumis de manière neutre? Est-ce qu'ils ne sont pas soumis dans une logique d'instrumentalisation? Parce que le GECAM lui-même, en tant que groupement, renvoie à une réalité qui est problématique, celle d'une économie conduite par des entreprises qui entretiennent l'extraversion économique au lieu de l'internalisation économique qui est nécessaire pour le pays. Ces entreprises-là sont précisément, malgré ce qu'elles peuvent laisser croire, le reflet d'une économie de dépendance et d'une économie de rente. Ça veut dire que ce sont des groupes qui prolongent dans le temps des intérêts qui étaient d'abord initialement des intérêts coloniaux et métropolitains. Et la domination de ces groupements économiques réprime la formation d'un milieu autonome des affaires au Cameroun et réprime ce dont précisément, en raison des exigences qui ont été imposées au Cameroun comme à d'autres pays africains, ce dont le pays aurait besoin pour essayer donc de créer une économie de transformation. Dans les canaux qui ont été imposés au Cameroun et aux autres pays africains, ceux de leur conversion forcée au néolibéralisme, il est entendu que l'État ne peut pas être le moteur de la croissance. La croissance est donc censée être portée par le secteur privé. Mais qu'est-ce qui fait la force véritable du secteur privé? Ça ne peut pas simplement être les groupements du sommet, qui par ailleurs sont des groupements essentiellement étrangers. Ce sont les petites, très petites et les moyennes entreprises qui peuvent donc constituer le tissu productif devant assurer la transformation. Il ne me semble pas évident que le GECAM travaille véritablement dans cette orientation. Et maintenant, sur l'opportunité d'un gouvernement, vraiment, si le président Paul Biya écoute ce que j'entends là, c'est qu'il écoute des noyeurs, comme on dit au quartier. Comment ça, des noyeurs? Il y a un cycle de l'État. C'est pour ça que je vous disais que je parle en tant que sociologue de l'État. Il y a dans les cycles de l'État un cycle gouvernant. Et l'un des instruments pour relancer les cycles gouvernants, ce sont les mouvements ministériels, ce que nous appelons commodément les remaniements ministériels. Est-ce que ce cycle a une périodicité, les repères? Oui, normalement, dans chaque État, il a une périodicité. Elle peut être plus ou moins longue, mais si vous n'utilisez pas ces instruments, vous introduisez dans l'État des blocages qui alimentent donc non seulement les perceptions en termes d'inertie, mais également des mécanismes de matérialisation de l'inertie qu'on va reporter au chef du système, c'est-à-dire au président de la République. Donc, ceux qui vont lui conseiller, soit parce qu'ils veulent rester occuper les positions, soit parce qu'eux veulent plutôt que la dynamique perçue et manifestée d'inertie se développe, trompe le président. Dans le fonctionnement du système gouvernant camerounais, on a toujours recouru jusqu'en 2019 à ces mécanismes. Ce sont les mécanismes normaux de fonctionnement. Il y a dans les cycles de l'État ce qu'on appelle les cycles politico-électoraux. Ça veut dire qu'un gouvernement gère les affaires publiques en ayant un œil sur ses intérêts électoraux. Et ça peut être justement un élément qui peut biaiser certaines réformes que l'État va conduire. Parce qu'il s'intéresse aussi à savoir comment il peut faire plaisir à l'électorat pour être réélu. Donc, du point de vue institutionnel, la nomination aux membres de fonction du gouvernement est une prérogative discrétionnaire du président de la République. C'est lui qui détermine
l'opportunité. C'est lui qui choisit les profils. C'est lui qui dit l'orientation. Mais, en termes de mécanique gouvernante, ce n'est pas parce que c'est une prérogative discrétionnaire du président de la République qu'on peut s'en passer, parce que l'État doit fonctionner. Ouais. Et ce sont les mêmes, et c'est là où je vous dis que ce sont des noyeurs, ce sont les mêmes qui pointent ce qu'ils appellent à tort ou à raison les inerties, l'impuissance, l'incapacité du gouvernement, qui demandent que ça soit entretenu. À votre avis, pourquoi? Pour que le gouvernement et le président soient plus faibles. En réalité, ce qu'on appelle un gouvernement est strictement nécessaire. Maintenant, c'est le président qui choisit qui il va mettre dans son gouvernement. D'accord. Pour terminer, le GECAM a parlé de rupture. Ce n'est pas le GECAM qui peut parler de rupture. Parce que, comme j'ai dit, lui-même, il est un élément du problème qu'il prétend résoudre. À la limite, c'est l'autorité politique, en fonction de ses choix et de ses intérêts, qui peut parler de rupture, qui peut parler de tempérance, de conservation, qui peut parler de recomposition graduelle de l'action. L'autorité publique se regarde lui-même dans le miroir et décide de ce qu'il veut faire. Il doit Non, écouter bien sûr qu'il doit écouter, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Un leader institutionnel comme le président de la République ne peut pas gouverner le Cameroun sans écouter le Cameroun et les différentes composantes du Cameroun, que ce soit les composantes d'en bas, les composantes basiques, les composantes populaires, que ce soit les composantes intermédiaires, oui, que ce soit les composantes élitaires. Le patronat est quand même une composante importante dans un pays. Il doit écouter avec la capacité que lui procure sa position de faire une synthèse pertinente. D'accord. C'est un peu ce qu'il faudrait dire sur la question. Pour terminer donc, oui, précisément parce que il y a une nécessité de recomposer l'action pour aller vers le véritable objectif pertinent, c'est-à-dire l'internalisation économique. On a précisément besoin aussi, ce n'est pas ça seul qui va résoudre les problèmes, nous sommes tout à fait d'accord, on a aussi besoin de renouveler le gouvernement. Renouveler le gouvernement ne veut pas dire nécessairement qu'on va chasser tout le monde ou qu'on va appeler tout le monde. Ça, ce sont les choix que le président fera. On a entendu les uns les autres dire tout à l'heure que le président était dans la première thématique, un peu sourd, un peu muet aux appels, aux revendications et autres. À la deuxième thématique, on a l'impression qu'on encourage un président qui n'écoute pas, qui ne devrait même pas écouter le GECAM parce que le GECAM n'a pas le droit. C'est ça, Elie Bilobe? On a déjà eu ici à réfléchir sur les sons de cloche. Les gens se sont émus dernièrement que les gens des églises, les ministres du culte expriment des points de vue. Moi, j'ai défendu le principe qu'ils doivent aussi exprimer leur point de vue. Je suis pour que les milieux d'affaires expriment aussi leur point de vue. C'est normal, je trouve ça normal. Sauf que je constate que chaque fois que le GICAM, d'abord et maintenant le GICAM, s'exprime, son combat essentiel, c'est la réduction de la contribution qu'ils peuvent apporter au fonctionnement de l'État. Ils demandent toujours la fiscalité. Ils ont les problèmes de fiscalité toute la vie. Si ce n'était que... Non, c'est légitime. Non, ce n'est pas légitime. Vous-même, vous êtes dans les affaires. Est-ce que ce n'est pas légitime? Non. Tu m'as posé la question, non? J'ai dit que non, ce n'est pas légitime. Ouais. Puisque s'ils sont des vrais producteurs de richesses, cette richesse-là, c'est elle qui finance l'État. Pour que l'État construise les routes et patati et patata. Si eux, ils sont donc dans la quête permanente de la diminution de leur contribution au financement de l'État, et de l'augmentation de leurs privilèges, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur comportement. Ils ne veulent pas contribuer au financement de l'État. Ils veulent contribuer à leur enrichissement personnel. C'est-à-dire que si on disait à Tawamba de fixer le niveau de la fiscalité, de la définir,
il dirait que les entreprises ne payent même pas. Non, il ne dira pas ça. Ah, d'accord. Il dira qu'elles payent à quelle proportion. Il y a la pression fiscale. Il dirait qu'elles payent à quelle énorme. proportion. La pression fiscale. Nous venons d'assister à un désordre. Ce ministre des Finances qui est accusé d'être en accointance avec les milieux d'entreprises privées, c'est lui qui refuse qu'une entreprise privée qui est en fin de concession, la SGS, soit remplacée par une entreprise nationale, transatlantique DC, Oui. qui opère déjà dans le port de Kribi. Personne ne s'est plaint que Transatlantique ne travaille pas bien à Kribi. La SGS a été amenée ici au Cameroun parce que la douane était corrompue et que les recettes douanières étaient donc minimisées en raison des fausses déclarations, du fait qu'on ne connaît pas exactement la nature des marchandises qu'on déclare. Quelqu'un amène des voitures, il déclare l'eau minérale. La corruption aidant. Et c'est Bia qui a amené la SGS. Avant Bia, il n'y avait pas de SGS ici. La SGS est arrivée, elle était chargée de donner la véritable nature des marchandises pour qu'on ait la véritable taxation, tarification douanière. Oui. Et optimiser donc les recettes douanières. La SGS n'a pas rempli ses missions. Elle est en fin de concession. Le directeur général du port qui doit connaître les marchandises qui entrent et qui sortent, on veut lui interdire parce qu'il n'est pas acquis au milieu d'affaires privées, à qui il demande de payer les justes prix dans les transactions portuaires. Alors il faut le briser. On s'oppose donc au remplacement de la SGS. Et on paye la presse privée pour parler du matin jusqu'au soir, pour défendre des intérêts étrangers, comme on a voulu défendre les intérêts étrangers sur la question du parc à conteneurs. Cyrus Ngo a défendu les intérêts nationaux. Donc, quand j'écoute le JICAM ou le GK maintenant, je suis dans ce que Eloundou a dit, que le fait que le gouvernement reste là, ça les dérange en quoi? C'est leurs amis. Ça ne les dérange même pas. Ça ne les dérange pas du tout, ils manquent. Comment ça, il manque? Mais il se plaît de Mais quoi? les arguments sont là. Il dit que les arguments sont là. répète ce qu'il dit. J'ai essayé de Et je dire. réponds argument après argument. D'accord. Il Non, dit non, que- ça va prendre beaucoup de Voilà. temps. Il dit donc. Mais les derniers arguments, Oui. le patronat plaide pour la mise en place d'une équipe gouvernementale resserrée Arrête-toi là. et résolument Arrête-toi là. orientée vers l'action. Arrête-toi. Et à même de prendre en compte les doléances qu'il Oui. a formulées Arrête-toi là. en août 2020. Très bien, arrête-toi là. Gouvernement resserré. Quels sont ceux qui ont soutenu ce président et son régime? Mais tu peux soutenir tout en mettant des réserves. Ah bon, hein? Que oui. Donc quand vous soutenez quelqu'un que vous-même vous savez que ça ne marche pas, Non, lui, et vous soutenez il y a ça. quand même 2 ou 3 Alors points moi qu'il je faut vais revoir. faire au GCAM Oui. une proposition. D'accord. D'abord parce que nous nous battons pour que les Camerounais qui ont un peu de science et de technique et qui peuvent donc produire soient soutenus pour qu'il y ait une production nationale qui peut être vendue à l'étranger et ramener des devises. Ces entreprises-ci vendent quoi à l'étranger? Elles produisent quoi ici au Cameroun qu'elles vendent à l'étranger? Mais donnez-leur le cadre qui permet qu'elles produisent. Elles ont le cadre qui leur permet d'importer. Le cadre, oui, pour le moment, c'est Oui, ah, d'accord. Donc ça là, Et voilà donc le problème. Mais là, vous dites qu'il y a des problèmes. Voilà donc le problème. Oui. Je vais te dire, quand j'étais petit, on produisait l'aluminium à EDEA. Une partie de cet aluminium servait à produire des tôles avec Alubassa. Produire des ustensiles de cuisine. Aujourd'hui, des gens ont préféré casser cette dynamique pour importer l'aluminium laminé
et faire mouler des tôles ici. Et on a fait disparaître les ustensiles de cuisine produits au Cameroun à partir de l'aluminium fabriqué au Cameroun. Je te donne un autre exemple qui est très important. La pêche. Quand j'étais petit, on a commencé à avoir des Camerounais qui ont des chalutiers. Mandingue Ambroise, avec Neptune, qui n'est pas Neptune Oil. Avant Neptune Oil, il y a eu Neptune de Mandingue Ambroise, qui avait un daïdo, qui avait des chalutiers, qui pêchait, qui a remplacé les Cotonec. Cotonec, oui. Sipec, qui étaient des comptoirs de la SNI. Non, la Société Nationale d'Investissement avait des participations là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait? Cette mentalité-ci, cette catégorie de groupement d'hommes d'affaires-ci, ils ont cassé toute la dynamique. Ils ont anesthésié la MIDEPECAM, qui encourageait le développement de la pêche artisanale, avec le partenariat avec le Canada, qui mettait à la disposition des organisations paysannes des filets, des hors-bords, etc. On a cassé ça pour qu'on soit remplacé par l'importation au profit des membres du GICAM, dont l'un s'appelle Congelcam. Avec la complicité de qui? 300 milliards de devises. Avec la complicité de ce gouvernement. Avec leur gouvernement qui il veut donc changer ça. Pourquoi? Alors que c'est bon. Parce que quand moi je veux le changement, je veux le changement pour que on encourage les Batanga qui sont nés pêcheurs à avoir leurs équipements, qu'ils aillent pêcher, qu'ils ramènent du poisson, qu'ils le congèlent, et patati et patata. Je veux qu'on encourage la production de la viande au nord, qu'on ne transporte plus les bœufs. Les bœufs n'ont pas besoin d'être transportés à Douala, à Yaoundé. Il y a plus d'un que là-bas. Je veux que les bœufs sont élevés au nord, on les abat au nord, on les dépêche au nord, on les stocke au nord, et les négociants vont acheter pour distribuer. Pour que le travail du bœuf développe des emplois au nord. Eux, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent des bœufs qu'on balade partout, qui viennent marcher sur les rues de Douala pour chercher l'herbe à manger. Je ne vois pas l'herbe à Douala. Et ça crée toutes sortes de problèmes. Parce que ils veulent tout ce qui se ramène au commerce. Je vais dire à Tawamba que depuis que vous êtes au on va sortir par là. Oui. Est-ce que vous avez déjà posé le problème du recrutement dans vos entreprises des populations autochtones qui hébergent vos entreprises? Vous avez déjà posé ça? Vous voulez seulement qu'on vous réduise la fiscalité. Combien de vos entreprises, toutes 80% des entreprises du GICAM sont installées à Douala. Vous utilisez combien de Douala? Voilà, bonne question. Professeur Biloa, sur cette question, est-ce que le GICAM n'a pas voix au chapitre lorsqu'il parle quand même des difficultés rencontrées par les entreprises, parler quand même de la taille du gouvernement qui est problématique, il faut resserrer, il y a des orientations qu'il faut mettre en place, et il dit encore que mais ces atouts que le Cameroun a, parce que le GICAM reconnaît quand même que le Cameroun a des atouts, mais ces atouts ne permettront de porter notre pays vers le développement que si les réformes nécessaires sont menées avec courage, constance et détermination dans un esprit de justice sociale. Est-ce que le fonds là ne répond pas aux préoccupations de tous les Camerounais? Le futur président compose. Bon, nous sommes dans un État démocratique, donc chacun peut s'exprimer. Maintenant, nous avons tous des devoirs et des droits vis-à-vis de l'État. Donc on attend du GICAM qu'il aide le Cameroun à équilibrer sa balance commerciale. Parce que le GICAM contribue plutôt à importer, n'est-ce pas, plutôt qu'à exporter. Pour que nous exportions, nous devons produire. Oui. Et le GICAM ne fait aucun effort pour que nous produisions localement. Si nous produisons localement,
ça va faire en sorte que nous n'importions plus tellement. Mais il dit qu'il ne peut pas, avec la pression fiscale. C'est la pression fiscale qui empêche qu'on fabrique les chaussures. L'absence des routes, l'absence d'énergie électrique, les lourdeurs administratives. Bon, écoutez, ça c'est un discours constant du GECAM. Mais il demande toujours qu'on réduise les taxes. Oui, oui, mais l'État a besoin de fonctionner. Donc chacun d'entre nous doit payer des impôts. Avec 60 ministres. Voilà. Maintenant, si le GECAM aidait le Cameroun à produire localement et à exporter beaucoup plus qu'il n'importe, cela contribuerait à équilibrer la balance commerciale du Cameroun. Le Cameroun a besoin de beaucoup plus d'industrie manufacturière. Au lieu que le GECAM aide le Cameroun à faire ça, beaucoup de membres du GECAM sont des grands commerçants. Mais l'État encourage le commerce. Bessala l'a dit. Qui encourage le commerce? Oui, mais qui donne les facilités? C'est le gouvernement. Ce genre de commerce contribue à nous appauvrir. Ce genre de commerce contribue à nous appauvrir. Parce que l'argent que nous avons, nous l'envoyons à l'extérieur pour importer. S'il te plaît, prof, arrête-toi une minute. Vraiment une minute. Oui, vraiment les une ne connaissent vraiment pas une l'histoire. Est-ce que tu sais que les vélos, oui, Zéphyr et autres, on fabriquait ça en Dogbati ici à Douala? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu sais que les mobylettes, on les fabriquait là? Et si on n'en fait plus, c'est la faute du GECAM? C'était, oui, je vais t'expliquer. C'était la SNI. Tu as compris? Les chaussures qu'on porte. Pas un passant bata. Les tennis et les caoutchoucs dans les bottes, etc. Les écambis brillants là. On a travaillé pour que les commerçants remplacent cette production locale. Donc on a travaillé. Qui a travaillé? Ceux-ci qui parlent, les Tawamba qui parlent. C'est les commerçants qui ont fait. C'est les commerçants qui ont fait pression. Qui ont fait et l'État a changé d'option. C'est eux qui financent le parti. C'était la minute. C'est eux qui financent le parti. C'était la minute. D'accord? C'est eux qui financent le parti. Il y a des choses que le GECAM demande qui peuvent s'expliquer. Le GECAM demande qu'on assainisse le milieu des affaires, qu'on assainisse le monde des affaires. Ça veut même dire quoi, professeur? Permettez que non, ça, je veux dire que tout en demandant qu'on assainisse, eux-mêmes ils sont les plus grands. Parce que la corruption dont il veut parler, c'est de ça que je vais parler, que c'est eux qui sont les plus grands acteurs dans ce domaine. C'est-à-dire ils demandent qu'on assainisse le monde des affaires. Et ils ne font rien pour assainir le monde des affaires. Au contraire. Au contraire. Vous voyez? Parce que l'État seul ne peut pas assainir le monde des affaires. Parce que si on demande seulement à l'État d'assainir... Est-ce que l'État fait sa part? Est-ce que l'État fait suffisamment sa part? En termes d'assainissement du climat des affaires, est-ce que l'État fait sa part? Tout le monde doit faire sa part. Toutes les grandes rencontres économiques au Cameroun évoquent le même sujet. Assainissement du climat des affaires. Mais est-ce qu'ils sont d'accord que les procureurs déclenchent des enquêtes pénales lorsque la chambre de commerce se rend compte quels sont les plus grands corrupteurs de la corruption? Les plus grands corrupteurs, c'est nous-mêmes qui sommes membres du GECAM. Nous-mêmes qui sommes membres du GECAM, c'est nous les plus grands corrupteurs. Chacun son magistrat. Donc, il faut qu'on fasse attention. Parce que quand le GECAM demande qu'on assainisse le monde des affaires, c'est comme si le seul corrupteur, c'est l'État. Mais ne doit-il pas demander? Ne doit-il pas demander? Il ne doit pas demander quand il est immoral. Il faut être qui est le garant de la morale? Jean-Jacques Zé. Oui, il faut demander Jean-Jacques Zé. Moi le bandit, écouter les conseils du bandit. Non, quand moi le bandit, je demande qu'on arrête les bandits. Je suis sérieux. Quand moi le bandit, je demande qu'on arrête les bandits. Il s'est repenti peut-être. Il faut qu'on soit tous honnêtes. Oui. Le GECAM doit être honnête et demander au gouvernement d'être aussi honnête. Chacun des Camerounais se regarde dans le miroir et nous voyons que nous sommes tous responsables de ce climat des affaires. Le premier responsable. Et le GECAM ne doit pas faire comme si eux, ils sont innocents. Mais il y a d'abord une Ils sont innocents. Jean-Jacques Zé, ne faites pas comme si vous ne comprenez pas. J'essaie de comprendre. Parce que c'est l'argent qui corrompt.
Et c'est le GECAM qui a C'est avec l'argent qu'on corrompt. C'est le GECAM qui a crée le l'argent. climat de corruption. C'est quoi le climat de corruption? C'est le GECAM. C'est lui qui... Non, la question que vous deviez poser, c'est qui profite du climat de Quand corruption? quelqu'un rentre dans le bureau d'un magistrat avec une Qui mallette, profite du climat de corruption? Répondez pour ça. Ce n'est pas l'État. L'État n'en profite pas. C'est le monde des c'est pas affaires. l'État. Ah, C'est le monde C'est des quelques affaires. agents de l'État et les quelques commerçants. agents de l'État. Et les commerçants. Merci. Mais Les c'est pas gens l'État. qui Je ont tué le sous-préfet. vais Les gens qui ont tué la mafia qui a tué le sous-préfet. Je vais ajouter autre chose au sujet, Allez-y pour ça. au sujet du remaniement. Hmm. Le GECAM peut réclamer le remaniement, puisque le GECAM fait partie du Cameroun. Oui. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Tout comme les militants même du RDPC réclament le remaniement. Voilà. Quand nous étions sur le terrain pendant la campagne électorale, les militants, la base nous disait, allez dire au président national On veut des changements. qu'on ne veut plus ce qu'on voit là. Il faut renouveler le monde politique. Renouveler. Non, ils vous disent ça. C'est ça. Et Et les gens nous ont dit... Ils ne vous disent pas de lui dire de se renouveler lui. Non, attendez. Comment... Je vous en prie, laissez-moi aussi parler. Oui, parlez. Allez dire au président... Ne vais pas quitter. Non. Mais d'enlever les autres. On accepte le président. Oui. Allez dire On au laisse les autres. président de renouveler la classe politique. Tout à fait. C'est ce que les militants du RDPC nous ont dit. D'accord. Et les militants, certains militants du RDPC nous ont dit que bon, on va quand même sanctionner le président parce qu'il y a des gens dans son équipe là qui ne nous reçoivent jamais. Quand ils arrivent au village, ils ferment la barrière. Ils ne nous écoutent pas. Ils ne nous écoutent pas. Donc, par conséquent, nous allons sanctionner le président. Non, pas parce que le président nous a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il a des gens dans son équipe qui ne tiennent pas compte de nous. Donc, aux législatives et aux municipales, C'est ça le discours. si rien ne change, on va sanctionner le président. J'espère que... J'espère que les littoraliens, À ce vous niveau-là, entendez les hommes du régime qui disent que la base demande de sanctionner le président. Et vous Démagogie. Pas de démagogie. pas de récupération. Moi, je parle de ce que j'ai entendu sur Vous avez entendu la pêche. Éliminer le président. Non, les gens du GECAM ont fait en sorte que Bipol Bia perde au littoral. D'accord. Non, on est ici pour parler des vrais problèmes auxquels la République est confrontée. Donc nous ne pouvons pas venir ici, ne pas relayer ce que nous avons entendu sur le terrain. C'est clair. Vous voyez? D'accord. Bon, mais cela étant dit, la plupart des militants du RDPC ont soutenu le président Biya et ils lui ont envoyé des messages. Lesquels messages je suis en train de relayer certains sur le plateau ici. Mais Elimbi Lobe, lui, il veut récupérer ça Pour sa logique. pour sa logique. Au lieu qu'il aille régler ses problèmes à C'est Douala. la bonne guerre. Ce n'est pas moi qui vais aller régler les problèmes C'est de la bonne Douala. guerre. D'accord. Douala est sous l'emprise du GECAM. S'il vous plaît, on va faire l'effort. Douala est maintenant sur l'emprise du d'avoir GECAM. 2 minutes de prise de parole chacun après la lecture de quelques messages. Merci au professeur Viviane Ondoa Biolé qui nous suit et qui participe. Bonjour petit frère, bon débat. Mon avis, le GECAM pose une préoccupation claire de gouvernance, l'élaboration et l'exécution des politiques publiques. C'est la grande question du sens à donner à la politique économique du Cameroun. Merci professeur pour cette contribution. Bonjour, monsieur Elundu Bessala et le professeur Ouna ont raison parce que le président du GECAM est le premier opposant à l'impôt substitution prôné par le chef de l'État. Pourrait-il nous montrer un seul champ de blé créé par lui qu'il arrête de gesticuler Il importe et il revend. C'est tout ce qu'il fait. Bon, peut-être que chacun doit avoir son rôle dans cette affaire. Mais il peut planter sur place et ça. revendre. D'accord. Monsieur Mbega, on a reçu Transformer aussi. votre message. Le plateau, vivement que Monsieur Elimbi permette aux autres panélistes de développer leurs arguments. Ça devient embarrassant à la fin. José depuis Balmayo, il sera député. Ce serait bien qu'il aille à l'Assemblée Les gens du nationale. GECAM sont en train de dire Il faut que- dire à Elimbi, ouais, vraiment, encore Elimbi, Laisse, parle, lis. hein, qu'il est en train de faire des attellages disparates.
C'est comme qui l'histoire, c'est ici. Zumba, par exemple, depuis Garoua. S'il n'a pas compris, c'est Alors, on va aller 2 minutes chacun. Valère Bessala, d'abord, on a quand même lu quelques éléments qu'on a ajoutés au dossier, notamment le resserrement de l'équipe gouvernementale, une équipe qui serait résolument orientée vers l'action, à même de prendre en compte les doléances qu'il a formulées déjà en août 2025 en prélude à l'élection présidentielle. Il y a un fond peut-être aussi là-dedans. Bon, je crois que le professeur Viviane Ondoa est intervenu, on lui dit bonjour d'ailleurs au passage, mais elle reste sur l'orthodoxie. Nous, on est sur les faits, la réalité de la contribution à l'évolution, au progrès du Cameroun. Alors, ma première intervention était un peu, je vais dire ça comme ça, superficielle, parce que je me disais, il fallait que j'introduise. Peut-être que je vais un peu toucher quelques 2 ou 3 éléments de fond. Le sujet sur le GECAM, d'abord le GECAM, je m'y intéresse depuis un peu 5 ans. Parce que dans le programme de politique économique de mon parti, il fallait que je comprenne un peu ce volet. Et beaucoup d'actualités m'ont amené à y aller au fond. Je vais évoquer quelques éléments. Alors, je regarde le GECAM. Je regarde certains membres du gouvernement, notamment le ministre des Finances, je regarde le ministre du Commerce, je regarde le ministre de l'Économie, je regarde la NOR. Je regarde la NOR, c'est-à-dire l'agence de normalisation qui a été créée en 2008 par le président de la République. La norme et la qualité, voilà, merci beaucoup. Et beaucoup d'autres structures environnantes, en charge de la lutte contre la corruption, ainsi de suite. Et je me rends compte qu'il y a de nombreuses accointances et de nombreuses complicités. Je vous explique ça simplement par quelques En très peu de temps. Qu'est-ce qu'ils font? Les Kombeba et Amsalam internationaux, parce qu'ils parlent de la fiscalité, ils n'ont pas de problème de fiscalité. Pendant le Covid, ils profitent pour menacer l'État, parce que c'est toujours le même Tawamba, qui menace l'État pendant le Covid pour dire que si l'État ne baisse pas la pression fiscale, et qu'avec le Covid, ils ont des difficultés à importer. Qu'est-ce que le président fait? Le ministre des Finances demande l'autorisation au président de leur accorder des subventions. C'est-à-dire, on emprunte de l'argent et on le leur distribue pour faciliter l'importation de certaines denrées de première nécessité, produits de première nécessité, afin qu'il n'y ait pas de rupture dans le marché local, puisqu'à ce moment-là, le Covid, certains pays fermaient leurs frontières. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu un audit de ces fonds-là. L'import substitution, on a parlé du blé. Souvenez-vous, 2023, le même Tawamba met la pression sur le ministre des Finances, du moins qui est devenu un peu son ami, je vais vous expliquer pourquoi après, pour que l'on empêche la Sodeblé de redémarrer. Parce que le secrétaire général du président de la République avait réussi à obtenir 10 milliards du président de la République pour qu'on injecte cela à l'IRAD, pour qu'on relance des champs expérimentaux pour la culture du blé. Vous avez une nouvelle de ces 10 milliards? Non. Vous avez une nouvelle même de champ expérimental de l'IRAD sur le blé? Parce qu'il était question qu'on relance la Sodeblé qu'Aïdjo avait créé depuis 1973 avec la SEMRI et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, aucun résultat. Parce que justement, le président du GICAM, il fait dans les pâtes alimentaires. Il importe les pâtes déjà conditionnées, et puis il emballe, il les ensachette, et puis il les remet dans le marché local. Donc il n'est pas intéressant pour lui que le Cameroun produise du blé et qu'il y ait des concurrents parmi les TPE, c'est-à-dire des très petites entreprises locales, qui vont donc capter le blé localement cultivé pour le revendre en produit fini à l'intérieur du Cameroun. Ils ont tué cette initiative jusqu'à aujourd'hui. L'aîné Elimbi Lobé, troisième fait, a parlé de la SGS. Alors, je vais vous dire encore une chose. Tout le débat qu'il y a derrière la SGS n'est en rien un débat pour lequel on veut protéger quoi que ce soit. La SGS est une entreprise qui est arrivée ici en 2015. C'était le combat avec Tilt, une autre entreprise locale, qui était suisse aussi. Vous voyez? Mais on a imposé la SGS. Ils sont même là depuis les années 90. Et qui sont là depuis les années 90, sous d'autres parapluies, mais officiellement SGS depuis 2015. Vous savez ce qui se passe derrière la SGS, c'est pas le débat que vous voyez. L'aîné Limi vous a dit que Atlantique, Transatlantique est une entreprise locale. Peut-être avec certains expatriés, je n'en sais rien, mais qui est davantage locale dans la couleur des propriétaires, qui d'ailleurs œuvrent à Kribi, on n'entend aucun bruit là-bas. Et Cyrus, certainement, avec son homologue de Kribi, s'est dit, pourquoi ne pas y aller? Alors il se dit que SGS s'occupait simplement du scanning des conteneurs. C'est tout. Ça veut dire que si vous importez quelque chose, autre chose qui n'est pas dans un conteneur, je ne sais pas moi, ça ne concerne pas. Et vous allez donc voir qu'il y a d'abord les trafics alternatifs
trafic de drogue, trafic de stupéfiants et tout ce que vous pouvez imaginer, les armes. Et vous savez qu'en 2022 ou 2021, il y a des armes qui sont entrées au Cameroun justement, couvertes par cette même entreprise que vous connaissez là, dont on parle là, et que le ministre des Finances veut imposer. Mais là n'est pas mon souci. Mon souci c'est lequel? C'est que l'entreprise qu'on veut imposer à Cyrus Ngo est une entreprise qui sert au blanchiment de capitaux. Je n'ai pas prononcé le nom de l'entreprise. Allez regarder les actionnaires de RGS, qui est d'ailleurs une entreprise qui a été créée depuis pratiquement 148 ans, c'est-à-dire 1878, par un letton, d'origine, enfin un Suisse d'origine letton. Vous comprenez? C'est Vanguard, c'est la banque de Zurich, c'est la banque centrale de Norvège. Vous savez que la Norvège est impliquée dans les conflits du nord-ouest et du sud-ouest. Elle couvre des enfin, nos amis, nos frères qui nous font comment dire, du grabuge. Qui ont du grabuge et du désordre dans cette zone. Vous comprenez? Elle a fait arrêter ça. Alors, c'est par cette entreprise-là que généralement, dont la plupart des membres du gouvernement passent pour faire sortir de l'argent du pays. Donc, ils sont là pour imposer un partenaire au port autonome qui leur rend des services. C'est la réciprocité des services qui est ici en jeu. Ce n'est même pas ce que vous voyez. Merci. Ça fait donc que je sors en quatrième élément pour dire que la guerre donc dans laquelle le président du JICAM vient entrer, RGS aussi est au JICAM. Parce que c'est une entreprise qui œuvre localement et qui a cautionné l'absorption des ECAM d'Ayangma. Parce que le ministre des Finances, c'est le ministre des Finances. Rassurez, je crois l'année dernière, moi j'ai assisté à ce dossier parce qu'il y a un cabinet qui avait demandé une consultation, me demande mon avis. J'ai dit qu'effectivement ce n'était pas opportun. D'accord. De rappeler les petites et moyennes entreprises, justement, Pour les neutraliser. qui travaillent au quotidien pour l'import substitution. Pour les neutraliser. Vous comprenez? Et le ministre des Finances a arbitré entre Ayangma et Tawamba pour qu'on absorbe toutes ces petites et moyennes entreprises afin qu'elles soient contrôlées par les mêmes lobbies donc, que c'est le président du JICAM, qui sont les lobbies français et les lobbies américains. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, donc, je sors par là, ce n'est pas une affaire comme vous voyez, c'est la sécurité d'abord. Parce que Atlantique, tel que Cyrus l'a fait entrer, a un objectif beaucoup plus étendu que RGS. C'est-à-dire que le scanning de tout ce qui entre sur le territoire camerounais et tout ce qui sort. Et on a trompé le président de la République depuis. Parce que quand vous voyez RGS, c'est Société de gestion de la sécurité. Comment on peut confier à une entreprise étrangère la gestion ou la vérification de ce qui entre et sort du pays? D'accord. Vous comprenez donc que tous sont entrés dans le corridor là pour pouvoir gérer et les sorties, les blanchiments d'argent et les entrées d'armes. Et à la fin donc, les mêmes lobbies qui s'opposent dans l'affaire Atout, regardez très bien, le lobby qui s'est opposé dans l'affaire Atout, c'est lui qui se transpose encore au port autonome à travers le conflit RGS Atlantique, Transatlantique SA, c'est-à-dire un lobby de la présidente de la République, c'est-à-dire le RGPR, qui soutient le directeur général du port autonome, et le ministre des Finances, qui soutient ces bails Salam internationaux, où se trouve donc RGS qui leur rend des services de blanchiment. Non, je suis sorti. Pour vous dire que le problème est encore plus profond. C'est-à-dire que nos financiers, que ce soit le ministère des Finances, ceux qui tiennent la gentilité de la République, ceux qui tiennent les affaires de commerce, sont devenus eux-mêmes des grands propriétaires de nombreuses entreprises que vous connaissez comme être membres du JICAM. Ne vous trompez pas. C'est clair. Regardez les banques qui ont été créées récemment. Regardez les entreprises qui font désormais dans l'import-export de certaines denrées de première nécessité. Regardez les flux de demandes au président de la République d'exonération sur certaines matières qui entrent dans le pays, et vous allez comprendre comment nos aînés sont en train de faire sortir l'argent du pays à travers justement cette entreprise qui sont en train de défendre au port autonome de Douala et d'autres entreprises qui ont été créées qui leur permettent justement de garantir leurs vieux jours, peut-être quand Biya ne sera plus là, ou alors au moment de la transition ou au moment du changement pour la succession.
Il me semble que le président du GECAM a été candidat à la représentation diplomatique du Ghana, au Rwanda, au pays. N'est-il pas frustré de cet échec en politique et en veut au gouvernement? Marc Elundu, c'est votre question là-dessus. Monsieur Ibrahima, la mort de SGS était inévitable. Transatlantique s'est positionné au port autonome de Douala depuis plus de 2 ans. La SGS a failli tant sur le plan financier, sécuritaire et fiscal. Monsieur Ibrahima, merci de participer. Bonne émission. J'ai une préoccupation. Quelle pression met GECAM au président? Ils ignorent ce qui attend tous les concernés. Quand on fait un examen, on attend simplement le résultat. Il n'y a donc pas de pression à faire au président de la République. On va prendre une dernière prise de parole sur la question, Saint-Éloi Bidoum. Sur la question du GECAM, on est tous d'accord là-dessus, qu'il peut avoir un fonds acceptable. C'est 2 minutes, d'accord, je vous ai pas. Je vous voyais venir, non, mais pas si vous voulez. 2 minutes. 2 heures, on n'a pas parlé. Je crois que je n'ai jamais été aussi sévère dans une tout le monde a été sévère. C'est moi qui a parlé. Vous l'avez annoncé ça dès le départ. Je voudrais vous dire, monsieur Jean-Jacques, que le débat de fond était sur l'éventualité d'un remaniement ministériel. Et il était donc question de savoir ce que la pression du GECAM apporte à ce débat. C'est de ça qu'il s'agit. Nous étions ici il y a 1 mois avec le professeur Mathias Eric Ouonangini et Limbi Lobé et Lundu, où je leur disais qu'il ne fallait rien attendre. Et moi aussi, il n'y aura pas de remaniement ministériel. Et le professeur Ouna nous démontrait qu'il y aura un remaniement ministériel dans 3 semaines au plus, c'est-à-dire le 18. Et quelqu'un dit sur un plateau qu'avant février, il y aura un remaniement. Et aujourd'hui, on n'est pas encore en février. Le président Biya est maître dans la ruse. Parce que dans l'impossibilité de pouvoir donner un gouvernement aux Camerounais, il y a beaucoup de choses. C'est une équation paramétrique. Alors, il faut trouver des choses qui permettent aux Camerounais de comprendre pourquoi le gouvernement n'est pas sorti. C'est ça qui justifie la sortie du GECAM. Parce qu'on sait que, tel qu'ils ont posé le problème, ça allait poser un problème. Et, effectivement, avec la sortie du GECAM, ils savent pertinemment que le président n'a jamais agi sous une pression. Et le président, d'ailleurs, ils ont même commis une erreur le 31 décembre, quand ils ont fait dire au président que le remaniement le gouvernement dans les prochains jours. Prochains jours, ça signifie quoi? Vous qui êtes professeur de grammaire, ça signifie quoi les prochains jours? Le 31 décembre 2026, c'est les prochains jours. Mais toujours est-il que les Camerounais veulent le gouvernement et il faut comprendre que le président ne peut plus faire de gouvernement pour 3 raisons au moins. Pendant 7 ans, le président n'a posé aucun acte de souveraineté. Aucun. C'est pas vrai ça. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas eu de... C'est faux. Professeur. C'est pas exemple de souveraineté parce qu'il n'y a pas eu un remaniement. Voilà, les assises, par exemple, le conseil, voilà par exemple. Voilà par exemple des actes de souveraineté. Donc, déjà au mandat. Allez. Donc, voilà les problèmes auxquels le président fait face. Et il fallait trouver une astuce qui puisse introduire dans l'imaginaire des Camerounais qu'on peut attendre, par exemple, les élections législatives. Sachant que, une fois que le président sait que les gens ont déjà dit, il sera fidèle à lui-même et il ne fera rien. D'accord. Et on va continuer comme ça. Mais, professeur Ouonangini, je crois que les masques sont en train de répondre. Si le président il vous interpelle, mais vous allez répondre après. Si le président forme un gouvernement demain, qu'est-ce que vous allez dire? Pourquoi? Ça attendait seulement demain? Non, on attend depuis. Vous êtes très péremptoire. On attend depuis. On n'y croit plus. Comment vous n'y croyez alors que le président nous démontre qu'il a toutes les manettes en main, qu'il sorte dans ce gouvernement. Demain, on attend. C'est ce qu'on attend. C'est ce que les Camerounais veulent. Les Camerounais veulent ce gouvernement. Et ça ne vient pas.
Et on trouve des trucs. Donc, le GECAM, sauf le GECAM. je dis que le GECAM a réussi dans son coup de complicité, parce qu'ils savent qu'en disant ça, le président ne fera pas de gouvernement. Ah d'accord, je comprends un peu. Est-ce qu'on n'a pas finalement le patronat qu'on mérite? Vous l'avez défini comme improductif, qui ne fait rien pour l'impôt-substitution, qui ne sont que des grands bayam selam internationaux, qui sont corrompus. Est-ce que ce n'est pas le Parlement qu'on mérite, le patronat qu'on mérite finalement? Alors, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse poser la question de la thématique de cette façon. Moi, j'ai écrit un livre, hein, Paul Biya, le disque dur ou l'héritage des générations. Moi, j'observe le président Biya depuis des années. Vraiment, moi, je pense que c'est un homme méthodique. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il agisse aujourd'hui, il faut qu'il ait des instruments objectifs. Quand vous parlez de 7 ans d'un gouvernement, c'est un gouvernement qui a tout écrasé. La visibilité du casting est un problème. Je pense que sur un plateau, Bessal a ébauché la question des gens. Quels sont les gens qui aident le président aujourd'hui à choisir ses nouveaux collaborateurs? Vous avez confiance en eux? Vous les connaissez? Autrefois, on connaissait quelques personnalités, quelques patriarches qui, effectivement, avaient la main dans la population, avaient la main dans le casting. De deux. Nous sortons une élection présidentielle qui est en fait une circonscription unique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez eu 100% au sud que vous êtes plus important que les gars qui ont eu 10% à l'ouest. Parce que si on enlève les 10% en question, vous êtes à 43%, vous avez perdu l'élection. Ce n'est donc pas un instrument efficace pour que le président choisisse ses hommes. Je pense que les élections législatives et municipales peuvent permettre de faire bouger les lignes. Ça, c'est une analyse qui me paraît simple et qui, ma foi, j'ai l'impression que ça me donne raison au fur et à mesure. Parce que depuis, moi j'ai dit ici sur ce plateau que je ne vois pas comment le président va faire pour sortir un gouvernement que vous voulez de rupture. Rupture de quoi? On va rompre quoi avec quoi? Et je veux dire au professeur Bouéleke, nous comptons sur les intellectuels pour déplacer le débat d'un palier. Laissez-nous ces histoires de gouvernance. C'est fondamental. Les Camerounais volent, écoutez-moi, laissez-moi, parce que vous me coupez tout le temps. Non, vous n'avez pas coupé. Alors, je vous ai relancé. Non, je vous dis que... non, laissez-moi me relancer après. Vous voyez, vous interrogez la gouvernance. Mais laissez-moi continuer. Quel résultat peut-on avoir sur une bonne gouvernance? C'est moi qui l'ai dit. Vous permettez que j'avance sur ça, pourquoi on se comprenne? Je suis en train de parler de ça. Voilà, allez-y donc. Pourquoi vous refusez la question alors que vous répondez? Mais je suis en train de parler de ça, pourquoi vous me coupez? Chaque fois vous le faites. Je ne vous ai pas coupé. J'ai dit que vous évoquez la gouvernance et vous ne pouvez pas me laisser. Je dis ceci. Vous laisser continuer sans vous interroger. Voilà ce que j'ai dit. Vous dites que laissez les affaires de gouvernance. Écoutez-moi, laisser la gouvernance alors qu'elle est fondamentale. Écoutez-moi très bien. D'abord, que signifie la gouvernance? C'est une thématique qui voit le jour avec les programmes économiques et financiers. C'est très récent, hein, fin des années 90, là. Initiative PPTE, les conditionnalités, il y a la gouvernance. Ça vient d'arriver, hein. Ça ne veut rien dire. Ah bon? Le problème de notre pays, c'est l'improductivité du système économique. Et nous sommes pauvres. Pour fonctionner, le Cameroun a besoin de 30 000 milliards de budget. Pas 8 000. 8 000, c'est la gnognotte. Nous avons un produit intérieur brut de 40 000 milliards. L'État réussit à collecter 8 000 milliards. Il y a 32 000 milliards en promenade. Il faut canaliser tout ça à partir de la structuration de l'économie. Ce à quoi doivent être intéressés les GECAM. Madame Biwele, qui fait de la philosophie. Nous n'avons pas une économie forte. Le cacao, si vous transformez la cabose de cacao, vous multipliez le revenu du secteur par 8. C'est-à-dire vous faites 8 000 milliards par an au lieu de 1200 milliards. D'accord. Ok? Vous prenez le coton, qui se fait au Nord Cameroun. C'est 12 sous-produits minimum. C'est-à-dire, vous réglez le problème des Camerounais, même le problème que parce que les problèmes que l'IMI pose sont des problèmes de pauvreté. Hein. Lorsqu'un pays devient prospère,
Vous quittez Douala, vous allez vivre à Garoboulaye, vous n'avez pas de Mais problème. vous comprenez la question de fond. Donc, la question de fond Le discours ambiant. n'a rien à voir avec la gouvernance. Écoutez-moi Le bien. discours Rien à voir. de la corruption. Non, Des non, détournements. c'est un mauvais discours. Mais c'est ça la réalité. C'est le mauvais discours. C'est la transformation structurelle de l'économie qui est le bon discours. La corruption est une maladie opportuniste d'une économie archaïque qui a besoin de renouvellement et d'innovation. D'accord. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que c'est le nouveau discours, c'est ça que les Biolais doivent porter. Les séraphins, toutes ces économies du pays-là, les économistes là, sortez de ça. Ça veut dire, mais pourquoi les gens volent? C'est parce que nous sommes tous pratiquement issus des familles pauvres. Et nous avons faim même en mangeant à table. On a peur du Mais mal. les plus gros voleurs. Oui, les gens pillent pour rien. Les gens qui volent là. Le quelqu'un a 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Il a peur du lendemain. Ils ont peur du lendemain tous les jours. Et l'on nous dit, Tous les riches qui quand volent là. quelqu'un est pauvre, il D'accord, ils volent. Oui, Ah. oui, Elimbi. Là, nous sommes en pleine dialectique. Et il faut bien comprendre ça. D'accord. Si tu fais attention, tu vas comprendre qu'en réalité, Encore du sujet. en réalité, on c'est sort ça. du sujet. C'est-à-dire que nous sommes dans... Non, nous ne sortons pas du sujet. Non, non, non. Nous disons simplement que le problème posé par le GCAM, et les stratèges ont bien compris que les cabinets de diversion et de distraction sont en fonctionnement pour empêcher effectivement que quoi que ce soit se fasse. D'accord. Donc on prêche le faux pour avoir le vrai ou vice-versa. D'accord. Donc j'ai fini ça. J'ai fini en disant que le président de BIA est un homme rationnel. Et il y a quelqu'un qui m'a même engueulé. Je lui ai demandé, mais tu attends d'être nommé ou quoi? Moi, j'attends pas d'être nommé. Moi, quand j'observe, il n'y a pas de visibilité. Et les gens autour de lui, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il ne gouverne pas. Il est rationnel et il n'a pas de visibilité. Il n'a pas de visibilité, ça veut dire que pour qu'il agisse, il faut qu'il ait de la visibilité. Et qu'il ait un instrument de casting intéressant. Et contrairement à ce que dit mon frère Biloa, il ne faut pas confondre les élections locales avec les législatives. Tous ces gens qui vous disent là qu'ils ne vont pas voter bien, on va les corrompre. Et ils vont voter. Donc je pense que... On retombe dans mais bien sûr, on va les corrompre. Et ça fait partie de la pauvreté du pays. Merci, ça fait partie de l'indigence. Merci Joseph Barry. On prend la dernière thématique au pas de course maintenant qui concerne le Conseil de discipline du Rassemblement démocratique.